international de la pharmacie du Congo, Sifako, est intervenu ce vendredi 20 décembre avec la restitution de lutter contre la criminalité. En sport, les Gomatraciens vivent au rythme de la 20e édition de la Coupe du Congo et Open de Judo. Les détails dans cette édition. Ce journal vous est présenté par John Gombois. Madame, monsieur, bonsoir et merci de vous joindre au rendez-vous de l'actualité sur Antenne A, la chaîne de référence. La République démocratique du Congo vient de signer avec le Programme alimentaire mondial, le PAM, une lettre d'entente pour un projet d'intervention prolongée de secours et de redressement pour déplacer des guerres de la RCA du centre et de l'est de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Patricia Amouli, David Tembeni et Duzen Belebele. Les déplacés centrafricains, ceux de l'Est et centre de la République démocratique du Congo, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Il a été procédé ce vendredi 20 décembre à la signature de la lettre d'entente entre le gouvernement congolais et le Programme alimentaire mondial. Pendant 30 mois, ces vulnérables et mal nourris pourront recouvrer des conditions de vie acceptables. Il s'agit du projet d'intervention prolongée de secours et de redressement. Pour le gouvernement de la République, c'est une priorité. Une priorité parce que c'est pour répondre aux besoins urgents de nos populations vulnérables à moyen, court et long terme. Projet qui s'entend sur 30 mois. On a déjà commencé 6 mois, donc on va jusqu'à fin 2015. Un projet d'une grande ambition qui couvrira 8 de 11 provinces, intervient aussi bien en Équateur que dans le Deux-Kassai. Il n'est pas seulement un projet qui s'occupe de déplacer, mais ainsi aussi des réfugiés de Afrique centrale et les rapatriés de Congo que nous portons notre aide conjointement avec la chaire depuis un certain moment. Le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mambengu a par la suite conféré avec la délégation de l'Organisation mondiale du tourisme conduite par LDR Thomas sur la question de la relance du tourisme en RDC. Le point principal, c'est vraiment la finalisation du plan directeur pour le développement du tourisme à l'RDC. Maintenant, nous sommes dans un état que c'est vraiment important d'organiser les secteurs, de préparer les secteurs pour un développement futur. Par ailleurs, dans la soirée du jeudi 19 décembre, le vice-ministre a, avec le représentant de l'UNFPA, Olivier Keita Awashi, échangé sur quelques questions d'actualité, telles l'homosexualité qui prend de l'ampleur dans les sociétés. À en croire le vice-ministre, la République démocratique du Congo veut rester en marge et ne pas se prononcer hâtivement. Nous allons rester dans l'est de la RDC, à Goma précisément, où la situation est devenue finalement au calme, avec Papi Katassi, notre envoyé spécial dans le chef-lieu du Nord Kivu. Vous allez suivre quelle est la situation actuelle à Goma. Après plusieurs mois de tension, la ville montagneuse et touristique de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, connaît une tranquillité sans faille. Avec ses deux communes principales, Goma et Karisimbi, la ville de Goma, à travers ses nombreux quartiers, donne l'image d'une contrée qui a repris la joie de vivre. À l'aéroport de Goma, situé dans la commune de Karisimbi, le tarmac est en pleine réhabilitation pour donner une très belle image dans cette partie entrée de la ville. De là, on peut constater des quartiers bouillonnants tels Kambutembo, Birere ainsi que Virunga, doté du plus grand marché de la ville, où on peut trouver sur place le fameux haricot appelé Maragi, ainsi que les Biragi, ces pommes de terre très prisées par les Gomatraciens. À Goma, la circulation est intense au rond-point Bedel, à Chikoudi, en passant par le rond-point Estigo. Les hôtels d'ici ont très pris avec la clientèle. Iousi, Cap Kivu, New Rivera rivalise d'ardeur pour attirer plus de clients. À côté de ces hôtels, quelques boîtes de nuit font tabac, à l'image de chez Temba, Koko Jamba et Dallas, le long du boulevard Kanyamwanga, qui longe vers la grande barrière frontalière de la ville de Gisenyi au Rwanda. À Goma, la population est bien servie en espace audiovisuel. Michapi est la chaîne de télé la plus suivie. Ensuite, on retrouve des chaînes telles RTCT, Kivu One, Hop, Emmanuel TV, ainsi que Digital Congo RTNC, RTGA. En sport, la ville est rythmée par deux clubs de football, Virunga et Kabasha. Mais à cet instant, c'est le judo congolais qui fait la vedette avec la délégation des pays des Grands Lacs ainsi que les provinces de la RDC. Depuis Goma,
Papi Katassi, Rigo Moulopo pour le compte d'Antenne. Justement, Papi Katassi reviendra tout à l'heure avec plus de détails sur les judo, les championnats de judo qui se déroulent à Goma, au Nord Kivu. La 4e édition du Salon international de la pharmacie du Congo s'est clôturée aujourd'hui à l'hôtel Sultani à la Gombe à Kinshasa. Plusieurs résolutions ont été prises au cours des différentes tables rondes qui ont émaillé ce salon. Les détails avec Patricia Bassois et Damien Maungu. Le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville vivent dans une psychose due à la criminalité pharmaceutique. Le CIFACO 2013, avec pour thème « Tous contre la criminalité pharmaceutique », a sensibilisé pendant 3 jours les pharmaciens à ne pas tomber dans ce piège et à passer à l'assainissement du secteur pharmaceutique. Il y a eu d'énormes quantités de médicaments falsifiés, on peut vous dire autour d'une 60aine de tonnes. Alors c'est pas rien ça. C'est une lutte permanente. Et maintenant, peut-être c'est tous les 2 ans, je crois. Dans 2 ans, peut-être qu'on ferait le point, parce qu'on va prendre certainement des résolutions qu'on va soumettre à nos gouvernants. Et c'est peut-être après, effectivement, faire l'évaluation de ces résolutions. Pendant le 3 jours, différentes tables rondes ont été organisées. La toute dernière est la prise en charge de la douleur présentée par le docteur Jean-Marie Kachama. Les pharmaciens ont examiné différentes options de lutte contre la criminalité. Leur président nous en cite quelques-unes. Il faudrait peut-être qu'au niveau de l'État, des gouvernants, on puisse un peu voir l'application de la loi qui existe, une application rigoureuse, donner aux services d'application de la loi la force qu'il faut et entre-temps aussi réactualiser, réadapter la loi pour qu'elle se mette dans les standards internationaux et pour que certains sujets qui prêtent un peu à confusion dans l'interprétation de la loi ne puissent pas continuer à être. De cette manière-là, on pourra contribuer à l'éradication du phénomène. Et enfin, donc, il faut absolument assainir le secteur pharmaceutique. La lutte contre la criminalité pharmaceutique, un combat très ardu sur un terrain parsemé d'embûches. Mais les pharmaciens veulent y croire. Le rendez-vous est fixé dans 1 année pour un nouveau salon ou une 5e édition du CIFACO. Restons en santé avec cette nouvelle. Le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé a remis des véhicules 4x4 à quelques directions du niveau central du ministère de la Santé. Question de renforcer leur capacité dans la supervision. Ces véhicules sont offerts par la Banque mondiale et c'est un reportage de Polydor Ngaziami. 35 Jeep Toyota 4x4 pour appuyer le système de santé au niveau central. C'est le don que la Banque mondiale a fait à quelques directions du niveau central du ministère de la Santé par le biais du PARS. Ces véhicules, réceptionnés par le secrétaire général à la santé, viennent renforcer le travail en ce qui concerne notamment la supervision et le suivi. Donc si on donne des appuis, on a donné jusqu'à présent beaucoup d'appuis par la Banque mondiale au niveau intermédiaire et au niveau des zones de santé. Mais au niveau central, on a reçu mais pas beaucoup. Mais maintenant, nous avons vraiment un appui consistant du niveau central qui va permettre aux directeurs d'être plus performants. Quelles directions ont bénéficié de ce don et quels critères a présidé à leur choix? Nous avions identifié ensemble avec la Banque mondiale des services dont les activités ont une incidence directe sur la réduction de la mortalité et de la morbidité dans notre pays. Nous avions axé nos interventions au service de la nutrition, donc le programme national de nutrition, le programme national de lutte contre le VIH-Sida, le programme national de la santé de la reproduction. Nous avions également ciblé la stratégie de financement basée sur les résultats parce que c'est une des stratégies qui est porteuse. Notre gouvernement nous recommande régulièrement la gestion axée sur les résultats. Les bénéficiaires ont apprécié le geste de la Banque mondiale et du PARS car, estiment-ils, ces véhicules contribueront à l'amélioration de la prestation. Et donc ces véhicules, c'est en fait des outils qui nous ont donnés pour nous permettre de bien travailler, en fait d'influer sur l'amélioration de la qualité des prestations de soins. C'est d'abord de remercier la Banque mondiale à travers l'unité de coordination PARS pour une fois de plus avoir songé au ministère de la Santé pour mettre à notre disposition les outils de travail. Les dons que vient de nous faire aujourd'hui la Banque mondiale, c'est vraiment une belle opportunité pour nous et donc de plus en plus le travail va continuer à s'améliorer.
Le projet PARS appuie 84 zones de santé et environ 12 millions d'habitants. Il applique la politique nationale qui est définie au niveau central, maillon important de la pyramide sanitaire du pays. C'est pas la santé, mais ça y ressemble. Des dons en aliments pour des personnes du 3e âge. C'est ce que vient de faire la Fondation Famille Gertler aujourd'hui au bénéfice de vieillards de l'hospice, en fait, au bénéfice de l'hospice des vieillards de Saint-Pierre. Reportage de Natacha Bomongo et Duzen Belebele. Fidèle à sa tradition, la Fondation Famille Gertler est encore une fois de plus allée à la rescousse des vieillards de l'hospice Saint-Pierre à la veille de festivités de fin d'année. La Fondation Famille Gertler, qu'accompagnait la presse quinoise, a partagé un repas avec ces personnes de 3e âge, transmettant ainsi la chaleur affective et en guise de souvenir, des cadeaux de tout genre leur ont été offerts. Nous voulions faire ce geste pour montrer qu'à la Fondation Famille Gertler, nous donnons, mais pas seulement du matériel, mais aussi de l'amour, nous donnons de notre temps. Nous sommes dévoués à ceux que nous aidons. On vient souvent ici, on aide, on rénove, on met les meubles, on fait tout ce qu'il faut, mais on n'a jamais le temps vraiment de donner de nous-mêmes. Et aujourd'hui, surtout en ce temps de Noël, c'est important que nous puissions donner un peu d'amour à ces vieillards qui sont presque toujours seuls. Et ce jour ici a été choisi pour que nous puissions avoir un repas en commun avec eux, en plus de cela leur remettre individuellement des cadeaux que nous leur avons apportés pour leur donner de la joie. Ils ont encore quelques années à vivre, mais nous avons toujours tenu, la Fondation Famille Gertler tient toujours à ce qu'ils puissent passer ces quelques années qui leur restent dans la dignité. Surprise agréable, disent les vieillards qui n'ont pas tergiversé à manifester leur satisfaction après un repas d'ensemble et surtout ces témoignages d'amour qui leur redonnent la joie de vivre. Nous sommes très heureux aujourd'hui et nous remercions la Fondation Gertler de nous avoir apporté des cadeaux. On a bon manger. Merci beaucoup. Merci. Nous bénissons Dieu de nous envoyer la Fondation Gertler et cette fondation pense toujours à nous. Et que les bons dieux les bénissent davantage. La sœur Julienne Bouyamba, responsable à l'hospice Saint-Pierre, a aussi donné de la voix. Nous sommes très contents, moi personnellement, comme gestionnaire de l'hospice, voir la fondation qui est toujours avec nous, qui nous soutient toujours. Pour rappel, cet hospice de vieillards Saint-Pierre a été réhabilité et rénové en 2012 par la Fondation Famille Gertler. Celle-ci ne compte s'arrêter en si bon chemin. Son aide continuera tant qu'il y aura la vie. Ces personnes indigentes peuvent garder espoir, dixit le coordonnateur de la GFF, François Djeka. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais la vérité c'est que c'est notre chemin à tous. Donc nous serons bientôt comme eux. Donc si possible, il faut toujours penser à aider les personnes du 3e âge. Ouverte hier, la table ronde des services privés des placements va se clôturer demain. Elle est axée sur les fonctionnements des services privés de placement SPP et les germes des collaborations avec l'Office national de l'emploi. Reportage de Alain Kyuka et Blaise Lunda. La tribune d'honneur s'est conjuguée au féminin ou presque. La première à prendre la parole, la directrice générale de l'Office national de l'emploi, Angélique Kikoudi, qui a posé des questions essentielles. D'abord, comment les services privés de placement peuvent fonctionner au mieux de leur capacité pour que les jeunes Congolais soient les premiers bénéficiaires et les centres de leurs activités. Ensuite, comment orienter la collaboration avec l'ONEM pour que le pays puisse connaître les perspectives d'une croissance économique génératrice des emplois et réductrice de la pauvreté. Enfin, comment traquer le chômage et le sous-emploi et offrir aux jeunes la perspective des emplois sans. Toutes ces questions vont certainement trouver des réponses au cours de cette première table ronde à travers des échanges et partages d'expériences. C'est d'abord le Premier ministre qui a recommandé cette table ronde et l'ONEM ne fait que l'opérationnaliser. Donc le travail que l'ONEM fait, c'est un travail public qui est totalement gratuit, tandis que ces services sont des opérateurs économiques qui peuvent effectuer le travail qu'ils font moyennant finance, mais seulement. Il faut jeter des bases d'une déontologie et d'un code de conduite pour qu'il n'y ait pas de débordement.
La ministre ad intérim de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Geneviève Inagossi, est revenue sur la nécessité pour les services privés de placement de respecter le cadre juridique établi. Le ministère de l'Emploi a pris l'arrêté numéro 12/4 du 15 septembre 2008 fixant les conditions d'ouverture, d'agrément et de fonctionnement des services privés de placement, lesquels doivent travailler en étroite collaboration avec l'Office national de l'emploi comme organe régulateur du marché de l'emploi. Il convient de relever qu'une délégation du Congo-Brazza prend une part active à ces assises. Elle est conduite par Anne-Marie Bikindou, conseillère technique du directeur général de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre ONEMO. Nous allons parler sinistres. En fait, les sinistres payés habituellement tous les jeudis par la SONAS. 84 dossiers sinistres ont été honorés à l'espace jeudi sinistre à la 7e rue Limété, c'est jeudi, avec en prime la députée nationale Judith Assobé venue se rendre compte de l'effectivité de la paie des sinistrés. C'est un reportage bien entendu de Willy Kacha. La loi sur les assurances a fait dernièrement l'objet d'un débat à la Chambre basse du Parlement. Judith Assobé, députée nationale, est une des élus qui ont défendu avec hargne cette loi. Voilà pourquoi elle a effectué une descente surprise à l'espace jeudi sinistre, ce 19 décembre, pour non seulement encourager l'administrateur délégué de la SONAS pour les efforts qu'elle ne cesse de fournir afin de respecter l'objet social de son entreprise, à savoir la paye des dossiers sinistres, mais aussi et surtout attester l'effectivité de la paye de ceux-ci. Il y a mon client qui était victime d'un accident de circulation. Mais comme le véhicule qu'il avait cogné était assuré, le propriétaire du véhicule, comme il était aussi informé, il était obligé d'aller déclarer le sinistre à la SONAS. Au retour, c'est la SONAS qui nous a amenés à obtenir gain de cause. Alors pour les gens qui hésitent, je vais leur demander tout simplement de s'assurer, parce que la SONAS vraiment c'est la vérité. Pour ce jeudi, l'assureur institutionnel a payé 84 dossiers en assurance vie, incendie et automobile. Voilà, c'est la saison des journées des partages dans les écoles, et ceci aussi à la faveur de la fin de l'année civile, mais aussi des fêtes, des vacances de fin d'année. Popol Zakaou a été au collège Saint-Esprit à Livoulou et a participé à une journée de partage dans cette école. Reportage. Les élèves du collège Saint-Esprit ont célébré avec faste cette journée de partage à travers les danses, des chants et des pièces théâtrales. Cette journée a eu comme thème la prière, le partage et la pénitence. Dans son mot d'ouverture, le préfet de cette école a mis l'accent sur les antivaleurs à éradiquer comme la tricherie et les vols. Vous devez vous mortifier, vous devez vous simplifier pour que les élèves puissent éviter les antivaleurs, surtout la tricherie. Les élèves ne peuvent pas voler, qui est l'échange de vœux. Parce qu'à partir de demain, nous commençons les vacances de Noël. Jésus-Christ, il doit venir dans le cœur de chacun d'entre vous. Même ambiance dans les classes de maternelle du complexe scolaire Nakiinga à Kassavubu. Les parents sont venus nombreux soutenir leurs enfants. Nous profitons de ces brefs mots de circonstances pour présenter notre sincère remerciement pour le soutien spirituel, moral, matériel et financier que vous ne cessez de nous apporter. Les collèges Saint-Esprit se réjouit de ces moments importants qui marquent la fin de l'année 2013 et l'entrée dans une nouvelle année 2014. Les responsables ont présenté leurs vœux aux élèves et les ont demandé de se préparer aux examens du premier semestre qui auront lieu au mois de janvier 2014.
Sport à présent, et nous vous l'annoncions d'ailleurs tout à l'heure, la 20e édition de la Coupe du Congo et Open du judo a démarré ce vendredi à Goma, au Nord Kivu. 6 provinces y prennent part. Notre envoyé spécial sur place, Papi Katassi, nous donne plus de détails. Il a été joint au téléphone par la rédaction. Initialement prévu à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, c'est finalement à Goma, ville libérée, que se tiendra l'Open international de judo pour la paix à l'Est ainsi que les championnats nationaux de la spécialité. C'est par entente de 2 provinces, Nord Kivu et Sud Kivu, que le comité d'organisation a accepté de faire jouer la compétition à Goma. Question de compétir avec la population mertie de ces coins du pays. Pour cette 20e édition, la Coupe du Congo enregistre un plateau élargi à caractère national. 6 provinces sont enregistrées: Kinshasa, Bas-Congo, province orientale, Nord Kivu, Maniema et Sud Kivu. Pour le reste des programmes, ce vendredi 20 décembre est réservé au tournoi international triangulaire entre Rwandais, Congolais, Burundais. Samedi 21 décembre, place au tournoi international en individuel, et pour clôturer le dimanche avec le championnat national par équipe. En marge de cette compétition, la FENACOJI, conformément à son statut, va organiser une assemblée générale statutaire, puis les élections en son sein. Depuis Goma, la ville touristique dans la province du Nord Kivu, Papi Katassi, Gomulupu, pour les comptes d'Antena. Sport football, eh bien, l'entente urbaine de football de Kinshasa à Lipopo a tenu son assemblée générale extraordinaire hier jeudi. Les sociétaires ont renouvelé leur confiance au comité qui sera dirigé par le président Timothée Menayame. Reportage de Ndaye Ilambochi et Mathieu Ngadipovi. C'est dans un climat chaud et tendu que s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire élective de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo le jeudi 19 décembre 2013, en respectant le statut de la Fédération congolaise de football, l'association et les règlements sportifs de la RD Congo. La présence physique et la vérification de quorum atteint, toutes les étapes ont été réunies pour que ces assises se tiennent dans les normes. Ensuite, les moments proprement dits des élections sur les 146 votants ont renouvelé leur confiance au nouveau comité. Ce dernier sera piloté par le président Timothée Menayame, premier vice-président Kebesa Diaduloi Mendes, deuxième vice-président Mangobo Essele Nicolas, comme secrétaire exécutif Mpezo Akanda Jimmy. Il sera secondé par Kibaka Ngandou Emmanuel. Les finances seront gardées par Madame Lulengo Kapinga Marguerite, un poste de membre à pouvoir. Une impression de joie pour la nouvelle équipe dirigeante de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo. Je tiens à remercier tout le monde qui, de près ou de loin, a contribué pour cette réussite. Donc, plus précisément à nos sociétaires. Je les remercie d'avoir encore renouvelé leur confiance à mon égard et à mon équipe surtout. J'ai qu'à leur dire merci. Cette assemblée générale extraordinaire élective de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo a été dirigée par Belge Sutatala dans un esprit de fair play et la bonne ambiance que ces assises se sont clôturées. Fair play oblige. Nous allons à présent lire la presse parue ce vendredi dans une sélection et commentaire de Dieu merci Nzob Mabiala. Bonsoir. La situation sécuritaire dans la partie est de la République occupe une place de choix dans quelques parutions, mais n'empêche que d'autres ont focalisé leur une sur autre chose. Les engagements pris à Nairobi entre le gouvernement et le M23 font polémique, c'est la manchette des dépêches de Brazzaville. Pour les opposants, les textes signés par le gouvernement font la part belle au M23 qui pourra obtenir ce qu'il a recherché par les armes, à savoir la matérialisation du projet de balkanisation du pays. Les kabylistes et caméristes à couteau tiré concernant les conclusions de pourparlers entre Kinshasa et le M23, sujet à la une de Forum des As. Pour les opposants, ce sont les engagements de la honte. Et dans le camp présidentiel, l'on pense que la déclaration du 12 décembre consolide une paix chèrement acquise au prix du sang et a scellé une véritable réconciliation en respectant les engagements pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le schéma n'est-il pas identique entre
la République démocratique du Congo et le Soudan, s'interroge le phare dans son headline. Malgré la défaite du M23 face au FARDC, les tueries n'ont pas quitté le quotidien des compatriotes du Nord Kivu. Et fort malheureusement, les populations d'autres zones rouges du pays, notamment en province orientale au sud Kivu, au Maniema et au nord Katanga, restent sous la botte des milices armées. Pour le confrère, le cas du Soudan devrait interpeller les gouvernants du Congo, car dans plusieurs officines diplomatiques et politiques, l'heure est à la partition des blocs étatiques en Afrique pour les micro-États faibles, exploitables et corvéables à merci. Une autre interrogation, c'est celle de la référence plus qui se demande à quoi servent la MONUSCO et la Brigade internationale neutre. Ces deux organes censés protéger les populations civiles congolaises ne font rien en ce qui concerne l'insécurité dans le Kivu. Pour preuve, Kampala continue de soutenir les forces négatives pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, cas de l'ADF NALU. Autre titre d'actualité, c'est cette convocation faite par Obaminaku, président de l'Assemblée nationale, au Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. Les co-modérateurs y sont attendus lundi 23 décembre prochain. Plusieurs personnalités visées par le Présidium y prendront part dans l'objectif de réfléchir sur l'application d'importantes résolutions formulées lors des concertations nationales dans le gouvernement de cohésion nationale. À lire dans La Prospérité. Terminons avec Géopolis qui révèle qu'un pas de géant a été franchi en ce qui concerne l'éducation car 1000 écoles sont en construction. Le Premier ministre Matata Ponyo et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Maker Mwangou ont durant cette année posé des actes intemporels mais qui ont une portée universelle. Et c'est tout pour ce soir. Merci et bon week-end chez vous. Aujourd'hui, on a conjuré donc les signes indiens des revues de presse signées Dieu merci Nzob Mabiala. Voilà, j'ai terminé ma semaine. Je vous retrouve avec plaisir lundi 19h, demain 7h30. Vous retrouverez Nadia Koulemfouka pour la première édition du journal télévisé. Et déjà, bon week-end. Au revoir.